dès la naissance des États-Unis, c'était un pays qui a été quasiment tout le temps en guerre. Ils ont mené plus de 500 guerres depuis 1776 à travers le monde. Ce sont des colons qui se sont comportés toujours comme des colons. Il ne faut pas oublier ça. Ils ont la guerre en eux. C'est une nation belliqueuse. Je ne peux pas parler au nom des Russes, mais ce que je peux dire, c'est que nous, on a tout intérêt à trouver la paix. On ne peut pas laisser cette situation dégénérer, parce que du coup, on sera impliqué. Est-ce qu'on peut imaginer des soldats français, ou voir des jeunes Français qui ne sont même pas soldats, parce que si ça devient une guerre mondiale, tout le monde devra se battre. Est-ce que c'est ce qu'on veut ? C'est le chemin qu'on est en train de prendre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien sur VA+. Aujourd'hui, on est avec Nicolas Mirkovic. Bonjour. Bonjour. Pour votre livre « L'Amérique Empire », on va essayer de comprendre ce que veut l'Amérique, cette nation qui a 200 ans à peu près, qui est devenue la plus grande puissance mondiale. Ce qu'elle veut au fond d'elle, qu'est-ce qu'elle cherche, cette nation américaine. Elle s'est toujours donné une certaine vocation. Il y a eu la destinée manifeste. Aujourd'hui, on parle du gendarme du monde, même si la formule est moins valable aujourd'hui. Pourquoi l'Amérique est un empire selon vous, Nicolas Mirkovic ? Je pense qu'il faut déjà demander aux Américains. Le premier président américain, chef de la rébellion contre les Britanniques, George Washington, parle des États-Unis comme un infant empire. On pourrait traduire ça par un empire naissant. Le deuxième président américain, John Adams, lui dit que la République fédérative américaine, vertueuse, civique, régnera pour toujours, durera pour toujours, régnera sur le monde et introduira la notion de perfection de l'homme. Ça, c'est le deuxième président américain, on est au XVIIIe siècle. C'est quand même assez, on va dire, avant-gardiste quand on regarde un peu l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et beaucoup d'autres Américains, Wilson, le président Wilson a dit que le drapeau de la bannière étoilée était le drapeau de l'humanité. Et des analystes, on peut prendre des professeurs émérites comme Paul Kennedy, qui est un des plus grands spécialistes des États-Unis, qui parle de l'empire américain. Il parle même des limites de cet empire, on en parlera tout à l'heure. Ou Noam Chomsky, qui dit que parler d'un empire américain, ça revient à parler de triangle triangulaire. Les États-Unis ont été conçus dès l'origine comme un empire. La nation américaine a été fondée par des Européens qui quittent le vieux continent et ils se sentent habités d'une vocation presque messianique, vous écrivez, de créer un nouveau monde fondé sur la liberté. Pour vous, les Américains, ils ont encore ça au fond d'eux, c'est-à-dire c'est les représentants de la liberté, ils apportent la liberté au monde, ils l'ont apporté au nouveau monde, au détriment des peuples autochtones. Mais est-ce qu'ils ont encore ça au fond d'eux 200 ans après toute l'histoire qu'ils ont connue et qu'on connaît aujourd'hui ? Oui, je pense que ça irrigue. Et irrigue à des degrés différents l'ensemble des États-Unis. Ils ont vraiment cette envie, quand tout petit à l'école, on leur explique le voyage, l'arrivée des pèlerins du Mayflower. C'est vrai qu'il y a quelques sectes protestantes aussi qui sont parmi les premiers pèlerins, qui vont avoir cette vision de destinée manifeste dont vous parlez tout à l'heure. On a, avant même la création des États-Unis, le gouverneur du Massachusetts qui s'appelle Northrop, qui part des États-Unis, de ce que vont devenir les États-Unis, comme il compare une cité sur une colline. Il fait une allusion biblique vers laquelle les peuples du monde entier seront tournés. Donc du coup, ça irrigue l'éducation, ça irrigue la pensée. Il y a cette vertu, qu'ils pensent développer d'apporter la liberté. Ils disent qu'ils ont quitté les tyrannies européennes pour fonder une nation libre où on respecte les droits, où on respecte la liberté de conscience, où on respecte la liberté religieuse. Et ils ont encore ça en eux aujourd'hui à des degrés différents. Tous les Américains ne pensent pas qu'ils ont la vocation de répandre cette défense de la liberté dans le monde entier. C'est ça la destinée manifeste dont on parle ? C'est exactement ça. La destinée manifeste, c'est que les États-Unis, Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État de Bill Clinton, disait que les États-Unis sont la nation indispensable. C'est-à-dire que parmi toutes les nations, il y a une partie de l'élite américaine, des Américains, qui pensent qu'ils ont cette vocation d'arranger, de revoir, d'aménager les choses du monde. Et très rapidement, dans la création des États-Unis, les présidents américains, les responsables vont prendre des décisions et vont s'imposer comme le gendarme du monde. Dès 1823, ils définissent déjà par la doctrine de Monroe que les Amériques sont une chasse gardée pour les États-Unis. Donc parfois, on peut employer aussi le terme états-unien plutôt qu'américain parce que tous les Américains ne se retrouvent pas dans ce terme. Avec le corollaire de Monroe en 1905, Roosevelt Theodore, lui, dit que une nation civilisée peut se donner le droit d'assumer un rôle de police dans le monde occidental. Donc ils se disent qu'ils ont la vocation de défendre au départ le monde occidental, et puis ça va s'étendre au monde entier, comme on l'a vu dans les différentes guerres qu'ils ont menées à travers le monde ces 200 dernières années.
D'ailleurs, avant de parler de ces guerres, est-ce qu'on peut parler des guerres plus récentes, de celles par exemple contre le Mexique? Il faut savoir qu'il y avait des États comme la Californie, le Texas, le Nevada, ou l'Arizona ou le Nevada, Oui, qui appartenaient au Mexique. Qu'est-ce qui a poussé les Américains à envahir et à prendre et à conquérir ces terres? Ce sont des colons qui se sont comportés toujours comme des colons. Il ne faut pas oublier ça. Ils ont la guerre en eux. C'est une nation belliqueuse. Et dès leur arrivée, ils vont chercher d'abord à gagner des territoires sur les Indiens. Ils ont mené énormément de guerres contre les Indiens. Et puis au fur et à mesure qu'ils s'étendaient vers l'ouest, ils avaient l'objectif de gagner le Pacifique. Et ils ont fait la guerre contre les Mexicains. Ils ont fait la guerre en plus avec déjà les premières, on va dire les premières mesures, on va dire, de manipulation qui ont été mises en place dans leur guerre, par exemple, avec le Mexique. Au début, les colons américains sont arrivés au Mexique, au Texas. Ils ont été au bout d'un moment plus nombreux que les Mexicains. Ils ont fait une rébellion et ils ont garanti par l'accord d'Adams-Onis, les Américains ont garanti qu'ils n'annexeraient pas le Texas. Et puis au bout d'un moment, les Américains se sont dit on va annexer le Texas. Et d'ailleurs, non seulement on va l'annexer, mais on n'est pas tout à fait d'accord avec la frontière, l'ancienne frontière qu'ils avaient. Ils voulaient étendre le Texas jusqu'au Rio Grande. Ils vont faire une petite manipulation. Des soldats américains vont aller du côté mexicain, il y aura une escarmouche, il y aura des blessés, il y aura des morts. À Washington, dans les médias, on va dire scandale, regardez, les Mexicains nous tirent dessus, il faut aller se battre pour le Texas. Ils envoient les armes, les jeunes États-Uniens rentrent dans l'armée, ils vont faire la guerre contre le Mexique, ils battent le Mexique. Et non seulement ils vont étendre les frontières du Texas jusqu'au Rio Grande, mais ils vont récupérer en effet des nouveaux États, des territoires qui vont aller jusqu'à la Californie, le Nevada, 4 ou 5 États, un énorme territoire. Ils donneront 20 millions de dollars aux Mexicains et ils vont s'étendre. Toujours, ils ont fait la guerre contre les Britanniques, ils ont fait la guerre contre les Mexicains, ils ont fait la guerre contre les Indiens. Dès la naissance des États-Unis, c'était un pays qui a été quasiment tout le temps en guerre. Ils ont mené plus de 500 guerres depuis 1776 à travers le monde. Très bien. Alors, pourquoi ce peuple? Est-ce que vous avez l'explication? Alors, au-delà de ce qu'on a dit sur la destinée manifeste, pourquoi c'est des peuples au départ, c'est des populations européennes, des Irlandais, des Anglais au départ, notamment des Irlandais, des Français même, des Allemands. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi des Européens du vieux continent se transforment en colonisateurs? Parce qu'ils se disent que c'est une terre vide, parce que c'est des barbares qui y vivent, des peuplades barbares, des Indiens qui vivent encore dans des tentes de façon nomade. Qu'est-ce qui fait que ce nouveau peuple se mue en colonisateur? Il y a un peu tout ça. Il ne faut pas oublier que ce sont des personnes déracinées qui quittent leur pays. Donc il y a toujours une mentalité un peu à part. Quand on quitte son pays, on va vers l'aventure. C'est une société qui est dure, qui est difficile. Beaucoup les premiers immigrés qui débarquent aux États-Unis ne tombent pas sur l'Eldorado. Les conditions de travail sont extrêmement difficiles, sont précaires. En même temps, vous avez des personnes qui détiennent une partie de l'industrie. Dès le XVIIIe siècle, vous avez quasiment 20% de la richesse ou 40% qui appartiennent aux mains d'un pourcentage infime de la population. Les gens vont devoir travailler. Les personnes qui ont ces richesses vont développer le pays et se disent attendez, mais plus on a de terres, plus on va être riche. Pour gagner ces terres, mais il faut faire la guerre. Et donc du coup, assez rapidement, ils vont convaincre les nouveaux arrivants qu'il faut faire la guerre pour aller les chercher, et ils vont réussir très rapidement à développer un patriotisme américain très très fort. Même encore aujourd'hui, il n'y a quasiment pas un film qu'on voit sorti d'Hollywood, on ne voit pas à un moment ou à un autre un drapeau américain. Ils sont très patriotes. On va leur dire, vous n'êtes plus ce que vous étiez, vous pouvez être fiers de votre culture antécédente, ça ils le cultivent encore aujourd'hui. En revanche, vous êtes américain et nous allons apporter, il y a quand même cette vision de nous apportons la démocratie. Il y a en effet des peuples barbares, les Indiens, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas laisser ces peuples ne pas connaître la grandeur de notre foi, de nos règles, et donc du coup ils vont les tenter de les convertir, ils vont leur faire la guerre. Et les Mexicains, qui eux pour le coup vont avoir la même foi chrétienne, ils vont trouver d'autres raisons pour continuer à faire la guerre. Frederick Jackson Turner, qui est un historien aussi américain, dit que d'emblée les Américains sont un peuple conquérant, et Talleyrand même, qui a échappé à la terreur, qui est allé se réfugier aux États-Unis quelques années, avait fait cette remarque assez judicieuse et avait vu que les Américains ne s'étaient pas transformés en agriculteurs, en paysans, c'était des commerçants. Il a dit l'agriculture, ça établit un peuple. Le commerce, ça induit la conquête. Et il a tout de suite compris que, pour des raisons aussi commerciales, les États-Unis devaient conquérir de nouveaux territoires.
Ouais, mais quand même, quand les colons sont arrivés, c'est pas un État qui a colonisé les États-Unis, c'est vraiment alors des communautés, même des individus. Ils sont quand même passés par ce stade de la culture, de la terre, etc. pour repartir. Est-ce qu'ils sont repartis de zéro? Ce que vous disiez, en effet, ils n'avaient pas que des médicaments, ils n'avaient pas que des hôpitaux, ni des routes. Est-ce qu'il y a pas quand même pour certains Américains, ils sont quand même venus se réenraciner dans une terre de façon très difficile, et ils ne sont pas tous des marchands, Non. Non, mais il faut manger. Et donc, du coup, quand on vous dit, ce que font les Américains à cette époque-là, il y a des terres. Beaucoup de personnes qui quittent l'Europe à cette époque-là ne sont pas des jeunes sortis d'école, ne sont pas des personnes qui sont prêtes à travailler dans les usines. Il n'y en a quasiment pas au XVIIIe siècle. Hein. Aux États-Unis, ce sont pour la plupart des paysans, et il faut conquérir des terres pour s'établir, pour monter des fermes. Et vous avez plus de 60%, 70% de la population qui est rurale, qui est agricole à cette époque-là. Donc, il faut aller conquérir ces terres. Et on leur dit, donc évidemment, il y a toujours le jeu des intérêts communs entre ceux qui ont envie d'étendre la taille du pays pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, et puis des personnes qui sont prêtes à mettre leur sang derrière des fusils pour aller récupérer ces terres, installer une famille et avoir la vie dont ils rêvaient quand ils ont quitté l'Europe. Mmh. Et d'être propriétaires de leurs terres aussi, ça c'est aussi important. Ouais. On va faire un petit saut dans le temps pour en arriver à la doctrine Monroe, sur comment les États-Unis ont décidé que l'Amérique entière, l'Amérique du Sud notamment, serait leur précaré. Mais d'abord, quelles sont les relations, parce qu'on pense à l'Amérique du Sud, quelles sont les relations déjà avec le Canada, entre le Canada et les États-Unis? Le Canada va rester dans le royaume britannique. Au bout d'un moment, les Américains, ils ont fini par grappiller les différents territoires qui les intéressaient. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est vraiment étendre les États-Unis jusqu'au Pacifique. Une fois qu'ils vont intégrer plus ou moins l'Oregon, ils vont établir des relations, on va dire, normales avec le Canada. Il y avait forcément des velléités de récupérer la totalité du territoire, mais ça restait quand même un très grand territoire à gérer. Ils vont tomber sur un accord. Il ne faut pas oublier que les responsables américains politiques sont des anciens britanniques. Ils ont une culture en commun, ils ont la langue en commun, ils ont beaucoup de choses en commun. Ils ont réussi à trouver un accord avec le Canada. Qu'est-ce que c'est cette doctrine de Monroe qui va préfigurer un peu la politique américaine en Europe et au Moyen-Orient? Dès le début du 19e siècle, les États-Unis disent nous, on ne veut plus du tout d'Européens. Ils vont être très clairs. Ils vont dire on ne veut plus d'Européens dans les Amériques. Donc du coup, on a battu les Espagnols. Les Français, vous êtes partis en 1776. On ne veut plus d'autres pays ici. Il y a encore quelques Brésiliens. Ces continents sont sous la responsabilité des États-Unis. Et nous, en revanche, en 1823, Monroe dit en contrepartie, nous n'irons pas nous mêler de vos affaires. Bon, ça, c'est une promesse qu'ils ne vont pas tenir sur le long terme. Mais il est dit, mais à cette époque-là, début du 19e siècle, les Européens ont peur. Ils voient cette grande puissance qui a quand même chassé le royaume espagnol, qui intimide, la France au début du 19e siècle, après les guerres napoléoniennes, n'a plus les moyens qu'elle avait avant. Les Allemands regardent ça un peu de loin, ils voient une partie de leur population qui part là-bas. Les États-Unis impressionnent dès leur naissance, dès le 19e siècle, et ils disent très clairement dans cette doctrine, qui est un discours, qui n'est même pas passé par une loi de la Chambre des représentants ou du Sénat américain, ils disent, voilà, à partir de maintenant, ça, c'est notre territoire, donc du coup, on ne veut plus voir d'Européens. Alors, on va avoir aussi, quand même, chez les Américains, entre-temps, des politiques isolationnistes, où l'Amérique va choisir de ne pas intervenir, de ne pas se mêler des affaires extérieures. Combien de temps ça va durer, cette politique de non-intervention, d'isolationnisme? On dit souvent que l'Amérique oscille entre période d'intervention et isolationnisme. Globalement, le peuple américain est plutôt isolationniste. C'est un paradoxe, parce que c'est l'élite américaine qui, elle, va être expansionniste. La plupart des Américains, ils veulent une vie tranquille, ils ont quitté l'Europe parce qu'ils ne voulaient plus des guerres, parce qu'ils voulaient être tranquilles, ils voulaient refaire leur vie. Globalement, ils vont être isolationnistes, et on va voir ça à travers l'histoire des États-Unis. Et pour eux, pour les Américains, pour une bonne partie des Américains, c'est extrêmement important que les États-Unis ne se mêlent pas des affaires des autres. En revanche, très rapidement, la politique américaine, les élites américaines, ceux qui touchent le pouvoir américain et qui sont en contact avec les puissances financières, les puissances industrielles ou militaires, vont chercher à avoir de l'influence dans le reste du monde. Donc du coup, on verra à travers tous les temps, et d'ailleurs, beaucoup de présidents américains se font élire avec un discours pacifiste. À la veille des guerres, Wilson, avant les élections, Wilson se fait élire en 1917, lors de son deuxième mandat, sur le discours « Il nous a évité la guerre ».
Roosevelt, avant la Deuxième Guerre mondiale, avait promis que les jeunes Américains n'iront pas se battre dans des guerres étrangères. À chaque fois, ils réussissent à faire basculer l'opinion. Exactement. Johnson a fait la même chose pour le Vietnam. Il a dit, nous n'allons pas envoyer des enfants, des jeunes adolescents américains, faire ce que des jeunes Asiatiques peuvent faire eux-mêmes. Donc à chaque fois, très souvent en tout cas, des présidents américains vont toucher cette fibre, cette corde sensible américaine de la majorité de la population qui ne veut pas faire des guerres étrangères. Mais une fois qu'ils ont le pouvoir, Wilson, le mois après qu'il ait pris possession qu'il ait commencé son deuxième mandat, le mois après, les États-Unis vont rentrer en guerre. Donc du coup, et très rapidement, on a vu que la Deuxième Guerre mondiale, les Américains sont rentrés vers la fin, mais Roosevelt avait trahi sa promesse. Pareil pour Johnson, d'autres présidents. Donc du coup, c'est un jeu de manipulation, c'est un jeu de Walter Lippmann, qui a été un des pères de la communication, la publicité moderne, qui avait parlé de la fabrication de la fabrique du consentement, et qui avait encouragé les jeunes Américaines à prendre des cigarettes, qui avait convaincu les Américains qu'il fallait manger du bacon aux États-Unis. On pense Edward Barnes aussi. Okay. Barnes, qui était un des disciples indirects, on va dire, de Lippmann. Eh bien, il a travaillé avec Wilson, il a travaillé au sein du comité Krill, où les États-Unis se rendent compte à cette époque-là de la puissance de l'image, de la vidéo, de la manipulation, de la propagande. Donc du coup, Lippmann dit on va parler de relations publiques. Mais c'est de la propagande pour renverser, pour retourner la population, pour les convaincre. Vous étiez il y a quelques mois contre la guerre en Europe parce qu'on ne voulait pas faire la guerre on ne voulait pas s'immiscer dans les affaires des Européens. Et quelques mois plus tard, les Américains vont dire non, il faut aller faire cette guerre. Ils sont convaincus qu'il faut aller la faire, qu'elle est juste. Mais cette pensée isolationniste, elle est répandue aux États-Unis, mais pas assez, en tout cas, parmi les élites américaines. Alors, on passe l'intervention... en 1917, les États-Unis rejoignent les Alliés, idem pour la Deuxième Guerre mondiale. La France bénéficie, après la Deuxième Guerre mondiale, du plan Marshall, mais le général de Gaulle, plus tard, va rééquilibrer sa politique internationale entre le bloc américain et le bloc soviétique. Il reconnaît par exemple la Chine communiste, ce qui évite à la France de toujours s'aligner sur les décisions américaines, mais au final... cette politique de Gaulle va pas rester. Rapidement, la France suivra un peu l'agenda américain, notamment pour la guerre en Yougoslavie. Qu'est-ce qui se passe en France ? Pourquoi on se remet ? Pourquoi on ne rentre pas on ne garde pas cette politique gaullienne ? De Gaulle est le dernier homme politique français qui ait compris le jeu réel des États-Unis. Et De Gaulle a tout fait pour que la France reste indépendante. Il ne voulait pas que la France soit allemande, il ne voulait pas qu'elle soit soviétique, il ne voulait pas qu'elle soit américaine, il voulait qu'elle soit française. Et il s'est battu pour ça. Et on ne se rend pas compte à quel point il s'est battu. Il était furieux quand le 6 juin 1944, il y a le débarquement, on dit débarquement des Alliés, mais il n'y avait pas de Français. De Gaulle voulait qu'il y ait des Français qui débarquent sur leur propre terre. Et d'ailleurs, De Gaulle, pour l'anecdote, ne voulait pas assister aux commémorations du débarquement en Normandie, parce que lui disait, dans ses confidences à Perfit, il disait que ça présageait une deuxième invasion. Donc ça, c'est quand même la lucidité de Gaulle, qui savait aussi que les Britanniques, les Américains étaient arrivés avec des billets Amgot, avec un plan d'occupation de la France, comme il l'avait pour l'Allemagne ou pour l'Italie. Il voulait nous reléguer au rang des perdants de la guerre et nous occuper pour des raisons économiques. L'Europe était le plus grand partenaire économique des États-Unis. Et les Américains sont rentrés en guerre à partir du moment où ils ont vu que l'Allemagne était en train de gagner, mais comme le dit... Elliot Abraham, qui était un néoconservateur américain, il se dit ce ne sont pas les idées pernicieuses des soviétiques ou des nazis qui nous faisaient peur, c'est le fait qu'une des deux puissances puisse faire main basse sur un des plus grands poumons économiques du monde. C'est le cynisme aussi des États-Unis. Et De Gaulle, il avait compris ça. Donc De Gaulle, il a tout fait pour essayer de garder les États-Unis à l'extérieur des affaires françaises, mais c'était extrêmement compliqué parce que les États-Unis ont déployé le plan Marshall, la France était dépendante des États-Unis, il y avait des fonds qui arrivaient des États-Unis, il y avait des think tanks, il y avait toute la pensée européenne, l'American Committee on United Europe, l'ACUE, qui est une association mais qui reçoit de l'argent de fondations américaines, Ford, Rothschild, etc., finance des mouvements en Europe pro-européens. Donc De Gaulle se retrouve avec beaucoup de personnes, même parmi les gens qui sont au pouvoir, qui sont influencés ou stipendiés. Éric Branca le raconte très bien, qui sont stipendiés, qui reçoivent directement de l'argent de l'ambassade pour avancer l'agenda, avancer le programme américain. Et le général de Gaulle dira, dans les années 60, le grand problème,
c'est l'impérialisme américain, ce sont ces termes. C'est l'impérialisme américain, il est dans nos têtes, et dans les têtes de nos couches dirigeantes, il est chez les voisins, il est en nous. Donc ça, et c'est le grand problème pour le général de Gaulle. Il a compris ça, il a lutté contre ça, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'est retiré du commandement intégré de l'OTAN. Est-ce que c'est aussi pour ces raisons, d'après vous, que Charles de Gaulle va décider de mener une politique de la chaise vide quant à la construction européenne? Parce qu'elle serait trop en faveur des États-Unis? Ou pourquoi? Les États-Unis sont extrêmement malins, donc ils ne montrent pas qu'ils sont au devant de la scène. Ils vont faire croire que le projet européen, qui est un projet qui a des véritables racines européennes, Édouard Herriot, Churchill, Konev-Kalergi, ils sont pour la construction européenne. Mais du coup, ils ont une vision, les Américains. Ils veulent un grand marché. Et donc, pour faire ce grand marché, il faut à tout prix que la France et l'Allemagne se rabibochent le plus rapidement possible, ce qui n'est pas facile. L'Allemagne a envahi la France. Il y a eu des bombardements, il y a eu des meurtres, il y a eu des massacres. C'était terrible, cette occupation. Le général de Gaulle, qui est un soldat, se dit « Mais je ne peux pas accepter juste du jour au lendemain de faire comme s'il n'y avait rien eu avec l'Allemagne. » Il y a aussi la position avec le Royaume-Uni dont de Gaulle va se méfier parce qu'il voit aussi le jeu du Royaume-Uni avec les Américains. Et donc, du coup, lui, il veut bloquer ça. Il sent de la pression. Le problème pour le général de Gaulle, c'est qu'il commence à être entouré par de plus en plus de Français qui, eux, vont se faire les avocats de cette construction européenne, comme Jean Monnet, qui pour les États-Unis, qui pour le général de Gaulle est un agent, sert plus, le général de Gaulle dit que Jean Monnet sert plus les intérêts américains que les intérêts français, alors que nous, on pense tous que Jean Monnet est un des pères de l'Europe, de la construction européenne, de l'indépendance de l'Europe par rapport aux deux blocs. De Gaulle, il n'a pas cette vision. Il dit, Monnet, il travaille pour les Américains. Et c'est pas le seul à le dire. Il y a Jean Monnet et également, son nom m'a échappé, un des grands pères fondateurs de l'Union européenne. Robert Schuman. Robert Schuman, là, ça a été attesté qu'il recevait de l'argent. Il était payé par les Américains, même la CIA, quoi. Bien sûr, beaucoup d'Européens vont être payés. On va voir même le journal de la SFIO, le Progrès, reçoit du budget américain. Force ouvrière est créée par les Américains, parce les Américains ont peur à un moment de la puissance de la CGT et des communistes. Donc du coup, ils vont utiliser cet argent. Ils vont plutôt miser d'ailleurs au bout d'un moment sur des mouvements de gauche, d'une espèce de démocratie libérale ou de gauche, parce qu'ils se disent que pour lutter contre le communisme, il vaut mieux une gauche forte, mais qui va être anticommuniste. Ils ont peur que la droite, elle, n'y arrive pas, mais ils vont distribuer énormément de chèques, énormément d'argent. L'opération Mockingbird, qui est montée par la CIA aux États-Unis, est une opération internationale où la CIA va stipendier des journalistes. Ils vont donner les informations aux journalistes, ils vont rétribuer des journalistes qui vont rédiger ensuite des articles qui vont aller dans leur sens. Donc du coup, ils biaisent les règles du jeu. Et en même temps, on dit, voilà, nous sommes une démocratie, nous allons créer la démocratie, nous allons construire la fraternité entre les différents peuples européens, mais derrière, il y a un marionnettiste qui, lui, est en train d'orienter le jeu dans une direction qui l'intéresse. Alors, de là à dire que les Américains contrôlent tout, qu'ils financent tout, c'est pas le propos, ce n'est pas le cas. Mais ils influencent, ils ont une ingérence permanente dans les affaires des nations étrangères, et en France, en France, en Europe, cela est connu, répandu, c'est documenté, c'est archivé aujourd'hui, on le sait, et ça continue. Et d'ailleurs, pour être membre de l'Union européenne, il faut être membre de l'OTAN, et on demande l'autorisation pour entrer dans l'OTAN auprès des Américains. Est-ce que ça veut pas un peu tout dire? Enfin, au moins, ça dit beaucoup du moins de l'orientation géostratégique de l'Union européenne. Oui. Alors ça, c'est le fait de rentrer dans l'OTAN avant de rentrer dans l'Union européenne, c'est le cas pour tous les pays de l'ex-bloc communiste. Il y a encore, je pense que l'Irlande, l'Autriche, qui ne sont pas dans l'OTAN aujourd'hui et qui sont dans l'Union européenne. Mais du coup, pour les nouveaux pays qui viennent d'Europe de l'Est, oui, ça veut tout dire. C'est-à-dire que la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Croatie tous ces pays qui étaient dans le bloc communiste, rentrent d'abord dans l'OTAN. Ensuite, ils peuvent rentrer dans l'Union européenne. Jens Stoltenberg, l'actuel secrétaire général de l'OTAN, dit que l'OTAN et l'Union européenne sont les deux faces d'une même pièce. Que l'Union européenne ne peut pas se défendre, mais que l'OTAN peut défendre l'Union européenne. Ça, c'est le projet atlantiste. Ça, c'est le projet américain. C'est pour ça qu'une personne extrêmement influente sur la scène politique américaine dans les années 80, 90, même avant, Zbigniew Brzezinski, lui dit que l'Europe est la tête de pont géopolitique des États-Unis en Eurasie. Il dit que l'Europe de l'Ouest, nous, sommes un protectorat américain. Ce que reconnaîtra, ce qu'avait dit déjà avant François Mitterrand. Il dit qu'il n'en pouvait plus que Reagan gère la France comme une colonie. Oui, d'ailleurs, vous disiez le dernier président qui avait compris ça, c'était Charles de Gaulle, mais même François Mitterrand
d'Irak, au fond, je ne sais plus les termes exacts, mais que les Américains mènent une guerre secrète contre la France. Je ne sais plus exactement Oui, il dit on ne se rend pas compte, mais on est en guerre, pas une guerre à mort, pas une guerre avec des morts, mais une guerre à mort, dans une guerre économique contre les États-Unis. Parce que derrière tout cela, l'influence américaine, quel est son objectif? C'est de servir les intérêts américains. Et on le voit tous les jours. C'est de faire en sorte que ce sont les techniques de management des US, c'est les marchés publics, où Boeing va essayer de grappiller des parts de marché, ou dans l'armement, on le voit, les sous-marins français que nous devions vendre à l'Australie, et tout d'un coup, on se prend le petit coup de canif dans le dos, qui est un très gros canif de plusieurs milliards, dizaines de milliards d'euros, par les Américains qui disent non, mettez-vous de côté, c'est nous qui allons vendre les sous-marins. On est dans l'Union européenne, nous avons un budget excédentaire vis-à-vis de l'Union européenne, on donne plus d'argent qu'on en reçoit. La Pologne, elle reçoit plus d'argent qu'elle en donne. La Pologne veut monter une centrale nucléaire. Elle veut monter une centrale nucléaire fabriquée par des Américains. Ça n'a pas de sens que la France, on ne sait pas faire des centrales nucléaires. On n'a pas besoin, nous, de cet argent. On n'a pas cette compétence. Donc, du coup, c'est pareil dans l'armement, dans le secteur de l'armement. Puisque les Américains ont racheté Alstom Power, ils peuvent le faire directement. Ils peuvent le faire directement. On leur donne le fouet pour se faire battre. Mais est-ce que tout de même, malgré cette forte influence américaine, une Europe qui est groupée, qui fait front, s'il y a une volonté politique de ne pas suivre les États-Unis, comme la France a pu le faire quand même pour l'Irak par exemple, est-ce que l'Europe ne peut pas faire front finalement et former ce bloc face aux États-Unis? Malheureusement non. Je pense que c'était la vocation de l'Europe, c'est ce qu'on nous a vendu quand on nous a dit on va construire l'Europe, on va faire un bloc unique de plusieurs centaines de millions de personnes face aux États-Unis, face à l'époque l'URSS, la Chine qui était en train de monter. Malheureusement non, l'Europe est divisée. On voit même aujourd'hui sur la situation en Ukraine, elle est divisée, sur l'Irak elle était divisée, l'Europe est extrêmement divisée. Et que fait un empire? Divide et impera. Diviser pour mieux régner. Donc du coup, si la France s'est dit moi je ne veux pas du tout de la politique américaine sur ce sujet-là, c'est pas grave, les Américains vont aller voir les Allemands, ils vont aller voir les Britanniques, ils vont aller voir les Italiens, ils vont aller voir qui ils veulent. Comme on est divisé, c'est l'intérêt des États-Unis que nous soyons divisés. Sinon, si on formait un bloc uni, ils ne pourraient pas rentrer, ils ne pourraient pas nous imposer leurs règles, ils ne pourraient pas nous obliger à les suivre sur différents sentiers qui sont plus que glissants et dangereux, qui engagent la vie de nos soldats sur les terrains d'opération à l'étranger. Donc non, ils ne pourraient pas. Et l'Europe, malheureusement, ne joue pas ce rôle. Au contraire, on a l'impression que l'Europe, aujourd'hui, elle est presque plus américaine que les États-Unis. Il n'y a qu'à voir quand Donald Trump était président des États-Unis, l'Union européenne le reprochait de ne pas mener son rôle de gendarme du monde, de ne pas être à la hauteur. Donc du coup, c'est comme si l'esclave cherchait un maître. Et Ursula von der Leyen, aujourd'hui, n'est clairement pas l'exemple d'un responsable politique européen qui défende les intérêts des Européens. Sinon, on s'y prendrait autrement. Comment l'Union européenne peut régler un problème de fond, notamment sur la question de la défense européenne? En effet, les Polonais ou les Allemands récemment n'ont pas fait appel à la France ou à un partenaire européen pour les F-16 pour les Allemands, pour une centrale nucléaire pour la Pologne, parce que la Pologne, elle, de par son histoire, se range plutôt côté américain, parce qu'elle ne peut pas compter sur la Russie, s'allier avec la Russie, de par l'histoire qu'elle a connue avec ce pays. Parce que l'Europe pourra vraiment un jour trouver un intérêt ou même un équilibre, sachant que nous, on aimerait bien un équilibre entre la France et les États-Unis, en faire deux alliés ou au moins deux partenaires, mais en face, on a tous les pays de l'Est qui ne veulent pas ou qui ne souhaitent pas s'allier avec la Russie de par l'histoire. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, l'histoire, français et anglais, nous faisons la guerre depuis des lustres. On a réussi à faire la paix. Avec les Allemands qui nous ont envahis, on a réussi à faire la paix. Donc la paix est possible quand on a la volonté. La paix entre Polonais et Russes, c'est certainement pas d'actualité là tout de suite, mais c'est faisable. Donc je pense si on veut la paix, il faut avoir un discours de paix. Donc c'est faisable. Le problème de l'Union européenne, c'est que c'est justement là où on l'attend qu'elle est absente. Regardez, je prends le sujet des vaccins. Il y a que des vaccins américains, ou on met en avant des vaccins américains, qu'on soit pour ou contre les vaccins. On voit l'influence des lobbies pharmaceutiques américains. Dans l'armement, les lobbies pharmaceutiques américains. Dans le nucléaire, l'américain. Donc du coup, où est l'Europe ?
Où est l'Europe si on a pourquoi est-ce que si on a du savoir-faire européen dans les hautes technologies, dans la pharmacie, pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire appel à d'autres pays, que ce soit américains, que ce soit en Afrique, que ce soit même en Russie? Dans l'Union européenne, on doit pouvoir faire appel à des conditions équivalentes. Si évidemment les centrales nucléaires françaises ne valent rien, ne sont pas bonnes et que les Américains sont beaucoup moins chers, peut-être qu'il peut y avoir un débat. Et encore, mais jusqu'à preuve du contraire, je pense que la France est un des pays pionniers en ce qui concerne l'industrie nucléaire, comme l'armement, comme l'agriculture. Aujourd'hui, la France, on a l'agriculture, on a la deuxième superficie maritime mondiale et on importe 66% de nos poissons. On est aujourd'hui, on a été historiquement un des plus grands pays d'agriculture. Et aujourd'hui, on importe également de la nourriture de l'étranger. Ça n'a pas de sens. Et je ne parle même pas de l'Union européenne, je parle que de la France. Donc du coup, je pense que si l'Union européenne veut défendre les pays membres de l'Europe, il faut une volonté de puissance. Et vous ne pouvez pas avoir cette volonté de puissance si votre voisin de l'autre côté de l'Atlantique vous considère comme un protectorat, si vous considère comme une colonie, et si en plus vous vous comportez comme un colonisé, vous aurez cette mentalité. C'est le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie appliqué aux nations. Il faut couper les chaînes qui nous lient aux États-Unis, comme les colons britanniques se sont débarrassés de l'Empire britannique pour former les États-Unis. Les nations européennes doivent se débarrasser des liens qui nous lient à l'Empire américain. Si on veut être indépendant, si on veut vraiment vivre en paix et ne plus vivre sous la coupe d'une autre nation, quelle qu'elle soit. Par quoi ça peut passer de couper ces chaînes? Vous faites référence auxquelles? Parce que bon, ça peut paraître très hypocrite parce qu'on est sur YouTube et que c'est Google et c'est directement les États-Unis. Oui. Mais bon, j'imagine que c'est des choses plus stratégiques, même si bon, Google l'est évidemment, vu que l'ensemble des données des Français sont stockées sur des serveurs d'Apple ou de Google selon qu'on utilise des Android ou des iPhones. Mais quelles peuvent être ces chaînes à briser? Mais vous avez mis le doigt sur le sujet. Où est le YouTube français? On l'a eu, on l'a perdu. Où est la technologie française? Dailymotion. Voilà, Dailymotion, les réseaux sociaux français. Où est cette technologie? Dès qu'il y a des petites sociétés qui développent des idées géniales, et on a plein d'ingénieurs et de personnes extrêmement créatives en France et en Europe, au bout d'un moment, elles sont rachetées par des fonds étrangers. Pas toutes, je ne veux pas caricaturer, mais très souvent, on doit pouvoir dire, en Europe, on va avoir un moteur de recherche européen pour des raisons de sécurité, parce que du coup, est-ce que c'est normal que toutes nos données soient transportées ou hébergées soit dans des serveurs étrangers? Je pense qu'aucune personne qui a le sens de la défense de son pays, de son peuple, aime ça. Donc du coup, on doit se battre pour avoir un moteur de recherche français ou européen, ou alors des réseaux sociaux, pour ne parler que de ce thème-là. Et si demain, je dois choisir entre une centrale nucléaire française, allemande ou brésilienne, et j'ai rien contre le Brésil, j'aime énormément le Brésil, eh bien, à qualité pareille, je vais privilégier les Français. Et puis, si je peux pas, je prendrai allemand. Et si je peux pas, à la fin, je prendrai brésilien. Mais je vais pas privilégier... Alors, je pars du Brésil, on va parler très concrètement des États-Unis. Je ne vais pas mettre en Europe, si vous demandez des exemples concrets, on privilégie tout ce qui est fabriqué en Union européenne ou dans nos différents pays. Et c'est pareil, je n'ai pas besoin de tomates qui viennent de l'autre bout de la planète si j'ai des tomates fabriquées par mon voisin. Eh bien, aidons ce voisin à mieux distribuer ses tomates localement. Et c'est cette logique, ce réflexe, qui n'est pas forcément un réflexe d'autarcie, de protectionnisme intelligent, qui nous permet de dire aux autres pays, non, on n'a pas besoin de vous, on va faire des partenariats intelligents, parce que l'idée, c'est pas non plus de mettre les États-Unis au banc de l'humanité, c'est de dire, écoutez, on va pas importer ce dont on n'a pas besoin. Donc du coup, en revanche, vous avez ça nous intéresse, on peut faire des échanges, on peut faire avec le doux commerce, on peut aspirer à la paix. Alors en ce moment, on parle beaucoup de l'influence russe en France avec la guerre en Ukraine, le poids qu'elle aurait, mais on parle assez peu, par exemple, du programme Young Leader de la French American Foundation. Je vais en citer quelques-uns, dont beaucoup ont été ministres: Najat Vallaud-Belkacem, Laurent Wauquiez, Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron, Fleur Pellerin, Alain Juppé, François Hollande, un autre président, Amélie de Montchalin, Marisol Touraine, Pierre Moscovici, donc que des hauts fonctionnaires français. Donc c'est énorme. Est-ce que ça passe par là, l'influence américaine sur nos dirigeants, par ce genre de programme ou d'ONG, de think tank? Oui, c'est énorme. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Joseph Nye, professeur américain, appelle le soft power. Et ils disent, pourquoi est-ce qu'on va... Les Américains ont tout de suite compris que... Ouais, le soft power, on en parle beaucoup, mais on sait plus finalement la puissance que ça a. C'est gigantesque. C'est gigantesque. En gros, ils se disent, les Américains ont compris que c'était plus facile Ce sont des colons, hein. Ils ont été depuis le début.
c'est plus facile de coloniser l'élite d'une nation que de coloniser un pays. Quand vous colonisez un pays, vous avez des devoirs régaliens. Vous devez construire des routes, construire des écoles, construire des hôpitaux. Vous avez un devoir vis-à-vis de la population locale. Quand vous colonisez les élites, ça coûte beaucoup moins d'argent, vous n'avez pas de devoir. Tout ce que vous voulez, c'est d'avoir des personnes influentes au bon poste, au bon endroit. Donc du coup, ce ne sont pas, comme je le disais tout à l'heure, ce sont pas les grands marionnettistes qui placent les différentes personnes. Tous ces hommes politiques que vous avez mentionnés ont été élus démocratiquement par les Français. Les Américains n'ont pas dit, placez là. Mais ils sont rentrés dans un moule. Ils sont rentrés dans un moule idéologique atlantiste et dans leurs différentes positions. Et ça sert les Américains. N'oubliez pas derrière, après, qu'ils ont quand même une puissance financière, médiatique, de communication. Un young leader qui est dans les élections, les Américains, ils ont tout intérêt à voir ce young leader monter dans la hiérarchie, être ministre. Pourquoi président? On en a quand même 2. Donc même si c'est un projet franco-américain, on voit les intérêts que les Américains ont à avoir des young leaders français prendre le pouvoir, parce que ça va leur faciliter la tâche quand ils vont arriver sur des sujets de rachat de centrales nucléaires, quand ils vont arriver sur des sujets de guerre, d'armée, de politique. C'est beaucoup plus facile. Ils vont influencer, mais ils vont influencer par différents think tanks. Il y a ça, il y a le Fulbright Scholarship, où ils vont proposer des subventions à des étudiants du monde entier pour venir étudier aux États-Unis. Alors, ils vont voir que le côté rose des États-Unis. Ils vont voir que la belle image du beau campus américain avec des super professeurs d'un super niveau. Voilà, on peut phosphorer sur la fin du monde et tout, etc. Le monde de demain. Ils voient que ça, ils rentrent dans leur pays. Mais les Américains gardent des contacts. Ils gardent des contacts avec ces différents étudiants pour leur faire dans différents clubs, dans différents ONG. Ils sont aussi par des ONG qui sont subventionnés par des fondations américaines ou par le gouvernement américain, des politiques d'ingérence dans les différents pays du monde. Des ONG comme USAID qui officiellement va aider des pays à mettre en place une agriculture plus moderne. En contrepartie, il va aussi dire « Attendez, on va revoir votre système juridique ». Je raconte cette anecdote souvent. Vous regardez USAID en Serbie. USAID, il y a quelques années, avait établi tout un programme pour apprendre aux Serbes ce que c'était qu'un système juridique juste. Comment est-ce que les Serbes devaient monter leur système juridique? La Serbie existait, les États-Unis n'étaient même pas un embryon, c'était encore le territoire des Indiens. Et donc du coup, mais ils vont avec de l'argent, ils vont avec des fonds, essayer de convaincre les personnes, et c'est beaucoup plus facile de convaincre les personnes avec des super locaux, avec des permanents, avec des voyages qu'on va faire aux États-Unis, avec des programmes. On vous a aidé là-dessus. Ok, maintenant que vous êtes au pouvoir, vous allez peut-être rendre ce que vous avez reçu. Ou bien au-delà d'un marché comme ça, d'un marchandage comme ça, c'est un formatage qui a été fait et qui du coup, je pense que personne ne force les hommes politiques dont on a parlé à choisir les États-Unis, parce que c'est le moule dans lequel on a évolué. Avec aussi juste un élément, il y avait, dans le soft power, il y a la puissance des think tanks, mais vous avez aussi la puissance des lobbies, vous avez la puissance de la communication, du cinéma, des codes culturels. Aujourd'hui, on fredonne tous des petites chansonnettes en anglais, alors ce n'était pas le cas en France il y a 50 ans. Donc du coup, et ça fait partie de cette espèce de moule, de cet environnement américano-compatible, américanophile, qui facilite après la soumission politique. C'est ce que vous décrivez, c'est le brain drain, c'est une sorte de fuite des cerveaux, enfin pour le coup là c'est l'aspiration des cerveaux vers les États-Unis, des gens qui vont dans les universités américaines, le monde tourne tout rond, tout se passe bien. Aujourd'hui dans les universités américaines ça tourne un peu moins rond, on a l'impression, mais ça formate les gens à une certaine vision du monde, à une certaine vision de la société, du fonctionnement des institutions, d'une certaine façon de changer la société. On peut changer la société avec des lois, on peut la sensibiliser les gens. C'est un peu ce que fait maintenant le wokisme. On est passé à une nouvelle, carrément dans une nouvelle dimension avec le wokisme. Mais c'était déjà un peu là, c'est-à-dire que ils ont transformé les belles idées françaises des socioconstructivistes français. Ils en ont fait la French Theory. Elle est revenue en Europe. Ce brain drain, il a un vrai impact sur la France. Oui, bien sûr. Alors, malheureusement, de plus en plus, parce qu'avant, la France était un pays d'excellence universitaire. Ce sont plutôt les étrangers qui venaient en France, dans les universités françaises, parce que du coup, on était excellents en médecine, en ingénierie, en littérature. La France rayonnait. Et c'est pour ça que la France attire. À partir du moment où vous êtes un jeune aujourd'hui et que vous pensez qu'il vaut mieux aller à Stanford, à Berkeley, à Yale, que d'aller à la Sorbonne, à l'université de Caen ou de Poitiers, du coup, normalement, c'est normal que ça nous fasse du mal. Alors dans ce brain drain, en plus, les Américains, ils sont malins.
ils attirent qu'une partie de la population qui les intéresse. Les ingénieurs qui pourraient, je parle des ingénieurs, mais en tout cas les personnes, les spécialistes des différents pays qui doivent aider leur pays en Afrique, en Asie, aujourd'hui en Europe, eh bien, partent aux États-Unis. Certains vont retourner dans leur pays, beaucoup aussi vont rester. Les Américains vont tout faire avec des sociétés qui proposent des salaires qui sont incomparables aux salaires qu'ils auraient eu dans leur propre pays. Ils gardent cette intelligence qui est une perte de richesse pour le pays qui laisse son jeune partir malheureusement poursuivre son parcours universitaire ou post-scolaire aux États-Unis et qui ne reviennent pas. C'est une richesse pour les États-Unis. On ne peut pas leur en vouloir, surtout ils sont malins quand ils font ça. C'est ce que vous citez, c'est Brzezinski, je crois, que vous citez, qui explique que la plupart des étudiants étrangers, alors il n'y a pas que la France évidemment, qui arrivent aux États-Unis ne repartiront pas en fait. Oui, parce que, pour connaître ça dans mon entourage, parce qu'on arrive là-bas, on a des salaires à 5 000 $, alors qu'en France on va commencer à 2 000, 3 000 quand on est en bac plus 5 000, ouais, je sais, ouais. Mais oui, donc forcément, les gens ne reviennent pas. Et c'est ce que même dit Brzezinski. Exactement, déjà à l'époque. Donc c'est un programme qui n'est pas pareil, qui n'est pas récent. Ils le font depuis longtemps. Et on vend le rêve américain. Et on va expliquer que du coup, ils vont se fondre dans un creuset. Et c'est clair que, surtout dans, par exemple, sur l'industrie des nouvelles technologies, vous préférez travailler pour une grosse boîte de la Silicon Valley aujourd'hui que pour une petite start-up en France. Pour certaines personnes qui se disent, bon voilà, la vision à court terme, il vaut mieux faire mes études là-bas. Je reviendrai peut-être un jour ou l'autre, quoi. Donc c'est une richesse que nous devons nous réaccaparer. Nous devons être de nouveau capables de dire aux jeunes, restez en France, ou en Europe, ou aux autres, parce que du coup, on a un savoir-faire qu'il faut mettre en avant. Et ça passe par la revalorisation des universités françaises, des écoles françaises, pour apprendre l'excellence, et puis après, avoir des entreprises qui sont capables de rivaliser avec les sociétés américaines. On va revenir sur l'USAID, qui est une ONG qui, en fait, souvent s'octroie des missions un peu plus larges que l'alimentaire ou le sanitaire. Et ce que vous citiez l'exemple des propositions pour une justice, un système judiciaire vraiment juste, ça va même plus loin. C'est même sur des questions sociétales que l'USAID parfois propose avance une certaine vision du monde, une certaine vision idéologique. Oui, de réingénierie sociale, sur le planning familial, sur le wokisme, sur le cancel culture, sur la théorie du genre. Donc, regardez les sites de USAID dans les différents pays du monde, vous regardez dans les pays francophones, c'est de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'ils s'immiscent non seulement, ils se donnent l'image d'une société bienfaitrice, d'une association qui va aider, en effet, qui va donner des subventions aux agriculteurs, aux plus pauvres, mais derrière, ils vont dire, écoutez, on va vous expliquer d'ailleurs ce que c'est que la famille, ce que c'est que le mariage, ce que c'est que le genre. Donc ils vont carrément expliquer à des populations qui ont des traditions centenaires, millénaires, ce que devrait être la construction sociale de demain. Et donc, du coup, ça commence par, de nouveau, ces élites qui s'imprègnent de ces idées, qui sont rentrées dans le moule américain, et puis après, ça se décline au niveau des différents peuples. Mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'un pays, quel qu'il soit, qui vienne nous dire ce que c'est que la famille, ce que c'est... Enfin, si les Français ou n'importe quel peuple peut choisir lui-même. Parce que c'est ça, ces traditions, c'est lui. On n'a pas besoin de cette influence étrangère. Et comme par hasard, on voit cette influence dans tous les pays où l'USAID est présent. Et on ne la voit pas, évidemment, où l'USAID n'est pas présent. Et les pays où l'USAID, entre autres, parce qu'il y a d'autres ONG, est présente, où il y a aussi les médias, les films, les séries, la musique, etc., américaine, eh bien, on voit une transformation de la société. Ça porte ses fruits. Quand une société et une élite finit par être accoutumée au discours américanisé, au discours très moderne sur des sujets sociétaux, sur des sujets géopolitiques, ça nous mène, par exemple, à bombarder Belgrade avec les Américains. Est-ce que vous pouvez décrire comment la France a accepté de participer au bombardement et à une intervention militaire d'une telle ampleur, d'une telle violence? Je crois que la quantité... Il y a eu surtout l'utilisation d'armes... à l'uranium appauvri. Voilà, c'est ça, donc nucléaire... light, quoi. Est-ce que vous pouvez décrire ce qui s'est passé? Parce que les gens ne connaissent pas, souvent les jeunes ne connaissent, alors qu'ils sont nés quelques années après, ne savent pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là en Serbie, en Yougoslavie. Dans les années 90, il y a des crises terribles qui traversent la Yougoslavie, qui est appauvrie, qui voit en même temps beaucoup de pays de l'Est commencer à abandonner le communisme, le socialisme. Vous avez une espèce de vent de liberté qui souffle sur l'Europe. Et la Yougoslavie, elle n'est pas encore dans cette ambiance-là. Elle regarde de loin. Il y a beaucoup de pression, comme je disais tout à l'heure, de l'Union européenne, à l'époque c'est de la communauté européenne, des États-Unis, pour que la Yougoslavie rentre dans le moule.
la Yougoslavie refuse, il y a des guerres civiles et malheureusement, au lieu de promouvoir la paix, eh bien, les Occidentaux vont promouvoir la haine, vraiment le nationalisme primaire entre différents peuples européens. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, il y a plusieurs guerres en Yougoslavie dans les années 90, des guerres qu'on aurait pu éviter, on le sait aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet du jour. Le Kosovo est une petite région méridionale, un berceau de la civilisation serbe, très important pour les Serbes. Il y a un problème avec des extrémistes albanais, pas tous les Albanais, mais des extrémistes albanais qui se soulèvent. La police puis l'armée yougoslave à l'époque rentrent pour établir l'état de droit. Il y a 1300 attentats terroristes recensés en 1998. Le responsable, Robert Gelbard, de Bill Clinton, le détaché de Gelbard au Kosovo, en Yougoslavie, dit que c'est des terroristes, les Albanais derrière de l'UCK sont un mouvement terroriste. Et en très peu de temps, tout va changer. Parce que du coup, on s'est dit, on a fait mal à la Serbie dans les guerres contre la Croatie, contre la Bosnie. Eh bien, il y a encore un problème avec le peuple serbe. On va dire que maintenant, il faut vraiment raser la Serbie. Et sans aucun mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec des méthodes complètement illégales par rapport à la Convention de l'ONU, la Convention de Genève, l'acte final des accords d'Helsinki, l'OTAN, de son propre chef, va bombarder la Yougoslavie. Enfin, c'est essentiellement du coup la Serbie à cette époque-là. C'est totalement illégal. Malheureusement, l'armée française y participe et j'ai rencontré beaucoup de soldats français depuis qui le regrettent. Vous me demandez comment est-ce qu'on est arrivé là ? Par tout ce processus depuis des décennies d'américanisation de la société, de cette espèce de pensée que les Français ne sont pas capables de se défendre sans les États-Unis, que ne sont pas capables de développer des machines-outils sans l'aide des États-Unis. Eh bien, quand les États-Unis arrivent et disent « nous allons faire la guerre », nous n'avons plus ce réflexe gaullien de se dire « français », de se dire « non ». Pourquoi est-ce qu'on va faire la guerre ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce que les Serbes nous ont fait ? Rien. La Serbie est un allié historique de la France. C'est ça qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien, on a versé le sang ensemble lors de la Première Guerre mondiale, lors de la Deuxième Guerre mondiale. La France a aidé à la construction de la première Yougoslavie monarchiste. La France a toujours été très présente. Au contraire, la France avait intérêt pour la paix dans les Balkans à être plus présent. À dire, attendez, on connaît la Serbie, on connaît la région, on va essayer de trouver un accord avec les Croates, les Bosniaques. La France avait avant une des armées diplomatiques les plus impressionnantes du monde. On savait tout sur tous les pays du monde. On avait la capacité, entre autres, avec différents alliés qui le voulaient, de rétablir la paix dans les Balkans. Au lieu de faire ça, on a suivi aveuglement, illégalement, OTAN, et on a bombardé, la France a bombardé pendant 80 jours, illégalement, avec des bombes à l'uranium appauvri. Donc, c'est-à-dire que c'est l'uranium appauvri, ça détruit, enfin, les munitions détruisent leurs cibles, et derrière vont se ficher dans la terre. Donc, du coup, la Serbie est un des pays qui a des taux de cancer les plus élevés d'Europe aujourd'hui. Est-ce que c'est lié à ça ? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a des études qui sont menées. Mais ce qui est certain, c'est que cet uranium appauvri, dans le sol, pourrit les sols, pourrit les rivières. Il reste des traces aujourd'hui ? Il reste des traces qu'on retrouve facilement à travers toute la Yougoslavie. Et donc, du coup, il y a plus de 2000 morts, des civils. On n'en parle pas. La radio-télévision serbe a été bombardée par l'OTAN. Qui était Charlie à cette époque-là ? Pour les journalistes qui travaillaient à la radio-télévision serbe. Quand moi j'étais en 1999 à Belgrade, pendant les bombardements de l'OTAN, j'avais accès à CNN, j'avais accès aux médias étrangers. Donc moi j'étais censé être dans la dictature, avec la censure, avec la propagande. J'avais accès à la propagande des autres pays, parce qu'en guerre, tout le monde fait la propagande, hein, la vision manichéenne. Ce qui nous rappelle le bombardement d'un bâtiment de la télévision ukrainienne, je crois, en 2022. Alors, je ne sais pas, là, non, du coup, là, je connais moins bien. Là, je connais moins bien. Mais en tout cas, la radio-télévision serbe, j'ai vu, je suis arrivé quelques jours après le bombardement, il y avait encore la fumée qui sortait, les corps qui étaient dans les décombres. Personne n'a parlé de ça. Ce sont des méthodes ignobles. Et c'est l'OTAN qui a fait ça. Mais l'OTAN l'a fait, les États-Unis, où l'OTAN a également bombardé la télévision, je pense que c'est d'Al Jazeera en Afghanistan. Enfin, c'est pas la première fois qu'ils le font. Donc, du coup, il y a une espèce aussi de deux poids, deux mesures. On se rend compte que ce jeu d'américanisation, d'American Way of Life qu'on a envie de partager avec le reste du monde, parce que du coup, ça serait la cité vers laquelle les yeux du monde se retourneraient, que ça serait pour le bien, la prospérité du monde entier, c'est faux. Parce que dès que vous dites que vous n'êtes pas d'accord, que vous voulez être souverain, que vous voulez être indépendant, la réponse, c'est l'armée. La réponse, c'est des bombardements aveugles, c'est des méthodes illégales, interdites, contre des populations civiles. Il y a eu 2000 morts en Serbie, il y a eu plus quasiment 1 million de morts. C'est l'Institut Watson de l'Université de Brown aux États-Unis qui a fait cette comptabilité macabre.
les guerres américaines et de l'OTAN, dont malheureusement nous avons participé en tant que Français de temps en temps, sont à l'origine de plus de 900 000 morts dans le monde. Donc c'est essentiellement en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye. 900 000 morts, dont un tiers de civils. 300 000 civils morts sous nos bombes. Et nous, on va donner des leçons de morale au reste du monde. Ça ne va pas. Et ça, c'est ce côté diabolique des États-Unis, terrible, où dès qu'il y a un pays qui n'est pas d'accord, on veut le forcer à être d'accord. C'est illégal, ce sont des morts, et ça explique aussi le ressentiment que beaucoup de peuples, de plus en plus de peuples, ont contre les États-Unis. D'ailleurs, la France, elle a quand même évité au final de se mêler de l'invasion en Irak. Une invasion qui s'est soldée par un bilan humain, alors directement ou indirectement lié aux États-Unis, mais de 600 000 morts à peu près. C'est colossal, quoi. C'est terrible. Quand je parlais des 900 000 morts il y a quelques instants, c'était des morts directes. Vous avez raison de parler de ces morts indirectes, parce que quand on applique des sanctions contre un pays, eh bien, le pays ne peut plus se nourrir ou a du mal à se nourrir. Il a du mal à acheter, à récupérer des biens pour les hôpitaux, pour la pharmacie. Il y a cette fameuse question qui est horrible, qui est terrible. Une journaliste américaine pose la question à Madeleine Albright sur les 500 000. Elle dit à Madeleine Albright, mais en Irak, à cause des sanctions, il y a eu 500 000 enfants qui sont morts. Est-ce que ça valait la peine? Is the price worth it? Et Madeleine Albright regarde la journaliste, donc à l'époque elle était ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, plus tard elle sera secrétaire d'État de Bill Clinton, elle dit I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Oui, nous pensons que ça valait la peine. Ça, c'est le cynisme. Là, pour le coup, c'était l'honneur de la France à cette époque, en tout cas en 2003, de ne pas suivre les Américains. Donc Jacques Chirac, qu'on peut ne pas aimer sur tout un tas de sujets, a eu cette espèce de réflexe gaullien sur cette guerre, de se dire on va pas y aller parce que c'est pas dans l'intérêt des Français et c'est pas dans l'intérêt des Irakiens. L'intérêt, c'est toujours la paix pour tout le monde et on utilise la guerre vraiment quand on peut plus, quoi. Et le fait de suivre aveuglément les États-Unis dans ces guerres terribles avec autant de morts, et surtout si on regarde par exemple l'Afghanistan avec un bilan terrible. Les Américains, ils perdent leur guerre en plus, hein. Ils sont repartis. Qu'est-ce qu'ils ont changé au Vietnam? Rien. En Corée, rien. Qu'est-ce qu'ils ont changé en Irak? Rien. Sur les décombres de l'Irak est né l'État islamique. Hillary Clinton dit nous nous battons aujourd'hui contre ceux qu'on a financés il y a 20 ans. Donc du coup, elle le dit très clairement. Elle le dit très clairement. Donc du coup, on suit une nation qui sème la mort, qui inspire des mouvements qui nous sont hostiles. Alors, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Parce que maintenant, ces guerres se retrouvent sur notre territoire. Oui, les Russes ont chassé les talibans, les moudjahidines ont remplacé les Russes, les Américains ont chassé les talibans ont chassé les moudjahidines, les Américains ont chassé les talibans pour finalement être chassés par les talibans. Donc, bilan zéro des interventions, qu'elles soient soviétiques et américaines au final, sur l'Afghanistan. En fait, au final, on a l'impression qu'il y a une impunité sur les interventions américaines. Les États-Unis ne sont jamais jugés ou on ne fait jamais le bilan de ce qui s'est passé, que ce soit au Vietnam avec la quantité de napalm qui est bombardée sur le pays. Mais une autre page plus sombre et que j'ai découvert dans votre livre, c'est celle du Timor occidental. Oui. Oriental, pardon. Oriental. Qui est une possession portugaise. Jusqu'à la fin du régime lazariste. Dans la fin des années 70. Qui était une possession portugaise jusqu'à la fin du régime lazariste et jusqu'à l'invasion indonésienne. Alors, les Américains, ils ont soutenu l'Indonésie à ce moment-là. Oui. Est-ce qu'ils ont vraiment eu un rôle dans toute la répression et les massacres qui ont été perpétrés par les Indonésiens? Parce que ces massacres, ils ont été perpétrés par des Indonésiens. Oui. Est-ce que les États-Unis auraient pu vraiment éviter ça? Oui. Ils auraient pu l'éviter. Vous avez la veille de ces attaques, vous avez Kissinger et Ford, qui sont le président américain, qui sont sur place la veille. Évidemment, un pays aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui avance un pion militaire sans en référer aux États-Unis. C'est pas possible dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Sinon, le pays sait qu'il va subir les conséquences.
les États-Unis soutiennent l'Indonésie de Suharto contre Sukarno, qui à l'époque était indépendant. Souvent, les Américains vont avoir tendance à avoir des communistes partout. Donc tout pays qui ne veut pas privatiser son économie, qui ne veut pas mettre en place, qui ne veut pas accepter des ONG qui veulent faire de l'ingénierie sociale, sont catalogués après-guerre comme communistes. On a vu Arbenz au Guatemala, on a vu Mossadegh en Iran, et on a Sukarno en Indonésie, qui est juste le plus grand pays musulman du monde. Et les États-Unis vont soutenir Suharto et les militaires contre Sukarno, et donc du coup ils vont même aider l'Indonésie à se radicaliser, enfin en tout cas radicaliser son islam, et on paye plus les conséquences aujourd'hui. Et à cette époque-là, l'Indonésie est intéressée par ce territoire du Timor oriental, Qui est très grand. qui est peuplé de catholiques, qui est pas musulman. À l'époque, les musulmans d'Indonésie ne sont pas du tout extrémistes, encore même aujourd'hui ils ne sont pas aussi extrémistes que dans d'autres pays, mais c'est pas une guerre religieuse, mais l'Indonésie veut récupérer ce territoire. Et il y a là, pour le coup, il y a un décret, pas un décret, mais les Nations Unies qui disent qu'on ne peut pas attaquer le Timor oriental, parce qu'on voit bien, quand il y a des mouvements de troupes, on sent que la bagarre va éclater. Les Américains sont là la veille, ils ferment les yeux, ils ne disent pas. Alors officiellement, ils ne vont pas dire « allez-y, allez vous battre », mais le fait qu'ils soient là la veille, qu'ils soutiennent le régime, et qu'ils ne fassent rien par la suite. Il y a 200 000 morts au Timor oriental. Qui sait ça aujourd'hui ? Les guerres qui sont menées par les alliés des États-Unis sont toujours impunies. La Turquie occupe le nord de Chypre. On entend parler, la Turquie est de l'OTAN. Qui dit quelque chose, Chypre est occupée au nord, on ne dit rien. Les Turcs et Kurdes, il y a eu plus de 30 000 morts dans des affrontements entre Turcs et Kurdes dans les années 80. On entend parler. Est-ce que les Américains ont dit « Attendez, il y a quelqu'un qui n'est pas en train de respecter la démocratie ici, on va vous forcer à vous aimer, on va vous bombarder ?» Non. Quand vous êtes allié des États-Unis, les Américains, ils tournent le regard de l'autre côté. Ils se fichent du régime. Vous pouvez être communiste, vous pouvez être nationaliste, vous pouvez être libéraux, de gauche, de droite, tant que votre marché est ouvert pour que les États-Unis piochent dans vos ressources naturelles et que votre marché reste ouvert pour que les États-Unis vous vendent leurs produits. C'est comme ça qu'ils font. Et c'est terrible parce qu'on arrive justement dans la faillite de la mission américaine. Parce que si à la rigueur, ils avaient mis en place la fraternité, la paix, la prospérité dans les Balkans, si au Vietnam, Nord et Sud s'entendaient. Si au Cambodge, il n'y avait pas eu la guerre, on pourrait se dire, ils sont malins ces Américains, c'est pas mal leur modèle. On va peut-être le mettre en place parce qu'il est bon. Mais quand vous regardez que toutes ces guerres, non seulement ne règlent pas les problèmes localement, que la guerre continue, que souvent on laisse le pouvoir à des personnes qui sont parfois même pires que celles qui étaient là au départ, c'est une faillite. Cet empire ne marche pas, ne fonctionne pas, et le double standard mis en place par les États-Unis en disant qu'il y a des guerres qui sont légitimes et d'autres pas, il y a des crimes de guerre que nous faisons qui restent impunis, et des crimes de guerre qui sont parfois supputés ou qu'on va imputer à des personnes et qu'on va juger, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir un équilibre mondial, on ne peut pas avoir une justice mondiale s'il y a une politique de 2 poids, 2 mesures. Il y a une justice qui est la même pour tous ou il n'y a pas de justice. Alors on a quand même cette exception, on peut dire, c'est la Turquie qui joue souvent un double jeu qui est entre les Américains, les Russes ou ses propres ambitions, parce que vous parlez tout à l'heure de l'invasion turque au nord de Chypre. Personne n'est au courant que la Turquie occupe la moitié de Chypre. Est-ce que la Turquie, c'est pas le signe qu'un pays qui est fort, un peu nationaliste, pour le coup les Turcs le sont énormément, peut au final... Même en étant dans l'OTAN, peut finalement avancer sa propre stratégie. Parce que on ne peut pas dire que les Turcs avancent un agenda américain. Enfin, ils ont leur agenda géostratégique, ils ont de l'influence maintenant en Libye, au nord de la Syrie, à Chypre. Mais est-ce que finalement, si une nation arrive à avoir de la puissance et une volonté politique, même si elle est dans l'OTAN, donc potentiellement quand même très liée aux États-Unis, elle peut mener la politique dont elle a envie. Mais vous avez tout à fait raison. Erdogan est malin. Il cherche l'intérêt des Turcs. Et lui, s'il peut gagner en étant présent dans le nord de la Syrie pour des ambitions géopolitiques, ou en Azerbaïdjan, ou dans ce qu'il appelle la patrie bleue, donc du coup les mers où ils vont chercher des hydrocarbures, s'il arrive à faire ça et qu'il peut continuer parce que c'est dans l'intérêt, ce que lui estime être l'intérêt du peuple turc, il a raison. Il cherche l'intérêt du peuple turc et il profite de la situation géopolitique dans laquelle il se trouve parce que la Turquie est c'est la deuxième force en termes de nombre de soldats de l'OTAN aujourd'hui. C'est le seul pays musulman. Les Américains ne veulent surtout pas perdre la Turquie. C'est un pivot géopolitique. Et en même temps, Erdogan est en train de faire discuter Ukrainiens et Russes.
C'est un pays musulman qui est en train de faire parler 2 pays orthodoxes. Ça en dit long sur la faillite des nations européennes, de la France, qui devrait être là en train de faire l'intermédiaire entre les 2 pays. Donc lui, il est en train de regarder quel est l'intérêt de la Turquie et il va jouer sur tous les tableaux qui sont nécessaires. Et donc du coup, si ça veut dire être bien avec l'OTAN un jour et puis être bien avec les Russies le lendemain, ou voire même le jour même, il va le faire. Donc c'est possible. Pourquoi est-ce que la France ne le fait pas ? Pourquoi est-ce que nous, on ne cherche pas l'intérêt de la France et des Français ? Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas l'intérêt de l'Europe ? Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas l'intérêt d'une meilleure relation avec l'Afrique, avec le bassin méditerranéen ? On peut le faire, l'OTAN le fait. Et justement, comme l'OTAN le fait et que Washington ne sait pas trop comment gérer ça, n'aime pas ça, eh bien, la France devrait en profiter. Il y a une brèche. Il faut créer une autre brèche pour que l'OTAN n'a plus de raison d'être. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle architecture de la paix, de la défense en Europe, mais ce qui va, pour moi, de l'Atlantique au Pacifique, ça me paraît évident. On est sur le même continent, la même civilisation. On peut le faire sans les États-Unis, qui sont une île. Ils sont à 7000 km de nous. On n'a pas forcément besoin d'eux. On peut garder de bonnes relations. Mais la France doit en profiter en disant « Nous allons régler nos problèmes de proximité entre nous. Et nous, comme on est à la tradition d'être une grande puissance mondiale, eh bien, on va renouer avec ces traditions. » Parce que du coup, ça va servir à l'intérêt des Français. Alors, regardez les chiffres de la France. Il y a je pense que c'est The Telegraph cette semaine qui a sorti un article terrible contre la France en disant « Mais que fait la France ? La France a perdu sa raison d'être », dit l'article. On est un pays qui faisait rêver et maintenant on dégringole dans tout. On ne connaît plus les mathématiques, on importe notre poisson, on n'a plus de nos petites pépites. On est en train de dégringoler. Notre statut de puissance mondiale est en train de s'émousser. C'est le moment de se réveiller. Alors, vous parlez de nouveau des États-Unis, du rôle des États-Unis dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les États-Unis empêchent des accords de paix de se former. Zelensky revient de Ankara et finalement ne signera pas d'accord de paix, car sinon les États-Unis retirent leur soutien. La France, qu'est-ce qu'elle peut faire face à ça ? Parce que même sur le papier, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on n'arme pas l'Ukraine, mais finalement on favorise l'avancée russe et jusqu'à où elle pourra aller ? Quelle peut être la... Parce que c'est les Russes qui attaquent, certes avec tout le contexte qu'on connaît, avec le Donbass, les accords de Minsk, etc. Mais qu'est-ce que pouvait vraiment faire la France ? Est-ce que là, on peut s'en vouloir d'être plutôt aligné sur les Américains ? Oui, clairement. Alors je pense qu'Emmanuel Macron avait la volonté, il ne s'est pas donné les moyens. Je pense qu'il lui a manqué un peu de courage, même beaucoup de courage. C'est vrai qu'il revient il raconte qu'il a eu Poutine au téléphone et le lendemain Poutine envahit l'Ukraine. Mais est-ce que c'est possible quand on a des interlocuteurs qui ne sont pas clairs ou qui ne disent pas tout ? Enfin, c'est très difficile. La Russie a perdu la confiance dans l'Occident et se dit aussi que la France, malheureusement, ne porte plus la voix des Français, elle porte la voix des États-Unis. Donc quel est le jeu exactement qui est joué par un président d'un pays membre de l'OTAN ? Je pense que les Russes ne font pas confiance. Malheureusement, la France, c'était pas compliqué. D'abord, la première chose que la France doit faire, c'est avoir un discours de paix. On peut pas, les gens ne se rendent pas compte, on est en train de parler d'une guerre avec une puissance nucléaire à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Ça a des répercussions économiques graves. Alors, il y avait déjà des problèmes économiques avant, donc on ne va pas tout mettre sur le dos de l'Ukraine. Ouais. Il y avait des graves problèmes économiques, mais qui ont été amplifiés par cette guerre, et donc qui n'arrangent personne, qui est en train de scinder le continent européen. Donc c'est tout le contraire de ce que voulait le général de Gaulle. Et voire même Emmanuel Macron qui disait, il y a peu de temps, qu'on ne pouvait pas parler d'Europe sans parler de la Russie. Il faut parler de paix. Le seul mot, c'est paix. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait les efforts nécessaires pour la paix. C'est possible. Anglais, Français, ils sont arrivés. Français, Allemands, ils sont arrivés. Indiens et Américains, ils sont arrivés. Au bout d'un moment, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est le mot paix. Tant qu'on va parler de guerre, d'armement, d'envoyer des fonds pour alimenter la guerre, on aura la guerre. Un discours de guerre mène à la guerre. Sauf que c'est une puissance nucléaire que nous avons en face. Donc, un discours de paix. D'un point de vue politique, quel est l'intérêt d'avoir l'Ukraine dans l'OTAN ? Est-ce que c'est nécessaire ? On avait promis aux Russes dans les années 90 qu'on ne le ferait pas. Pourquoi est-ce qu'on a continué d'avancer les bases de l'OTAN ? Il suffit que la France dise qu'elle n'acceptera pas l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Ce qu'elle a fait dans les années 90. Ce qu'elle avait dit, mais il faut le réaffirmer aujourd'hui, qu'elle mettra son veto. C'est fini. C'est fini. Les rêves de Zelensky et des, on va dire, des néoconservateurs américains, c'est cool. La France met son veto. Et peut-être avec le courage de la France, d'autres pays diront « Oh ben nous aussi, on ne veut pas ça ». Parce que l'Ukraine de l'OTAN ne vaut pas que l'Europe soit déchirée, ne vaut pas cette situation qui va peut-être s'aggraver. Et puis après, il faut discuter. La France doit être, au contraire, au premier plan pour essayer de voir, pour pacifier la région. Il faut trouver un compromis. Arriver à ce stade-là, soit un camp va battre l'autre et ça va se terminer dans quelque chose d'apocalyptique.
soit on arrive à temps pour essayer de trouver un compromis. On va dire, écoutez, aux Russes, on a eu la neutralité de l'Ukraine, vous allez devoir lâcher ça. Enfin, c'est l'art du compromis qui était le savoir-faire de la diplomatie française avec lequel nous devons renouer. Et la France peut jouer ce jeu-là. Et je peux vous garantir que si la France tenait tête et en Europe disait, attendez, nous on va avoir notre discours, on veut la paix, on va dire Zelensky, Poutine, on va faire ce qu'il faut. La France peut y arriver, et quitte à le faire avec Erdogan si c'est nécessaire. Mais je dis juste, c'est quand même triste pour l'Europe, on nous avait vendu le projet de l'Union européenne comme étant un garant de la paix, de la défense de la paix en Europe, et on voit qu'elle n'est pas capable d'empêcher les guerres en Yougoslavie, elle n'est pas capable d'empêcher l'OTAN de bombarder la Yougoslavie, elle n'est pas capable d'empêcher l'OTAN de nous pousser vers la guerre avec la Russie, qui est un pays avec lequel la France, de nouveau, comme la Serbie, a des liens historiques traditionnel. Chateaubriand disant que c'est le partenaire idéal. On a des ennemis en commun. Enfin, à cette époque-là, c'était encore valable. Il ne faut pas parler en termes d'ennemis aujourd'hui, mais on n'a pas de frontières qui se touchent, on a des intérêts communs. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit dire amen à tout ce que disent les Russes. On a nos intérêts à défendre, mais on doit pouvoir trouver un chemin de paix pour tout le monde, parce qu'il va falloir reconstruire. Vous n'allez pas pouvoir séparer les Russes et les Ukrainiens. Ils seront voisins pour toujours. Donc du coup, il faut trouver la paix. Et c'est ce discours que la France doit tenir si elle veut de nouveau renouer avec sa grandeur. En effet, on peut contester que l'Ukraine, un pays de l'OTAN, aux portes de la puissance russe, comme on peut contester la présence russe, enfin le soutien le soviétique à Cuba à l'époque de l'Union soviétique. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il faut aussi négocier que on démilitarise Kaliningrad, qui est une enclave dans l'Union européenne russe. Comment on peut, à ce moment-là, comment on peut sortir de ce jeu? Oui, mais on ne veut pas de l'OTAN, on ne veut pas des États-Unis à notre porte. Ça fait partie du dialogue. Si les Russes ont la garantie que l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN, elle reste un pays neutre, par exemple, l'Autriche est un pays neutre, ça ne pose pas un problème aujourd'hui. L'Autriche est un pays neutre. Elle n'est pas dans l'OTAN. Elle n'est pas dans l'OTAN. D'accord. Donc du coup, on peut discuter. En contrepartie, il va falloir évidemment que les Russes comprennent, et ils le savent, qu'il va falloir qu'ils lâchent quelque chose. Est-ce que c'est Kaliningrad? Est-ce que c'est du territoire qu'ils ont gagné aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne peux pas parler au nom des Russes. Mais ce que je peux dire, c'est que nous, on a tout intérêt à trouver la paix. On ne peut pas laisser cette situation dégénérer, parce que du coup, on sera impliqué. Est-ce qu'on peut imaginer des soldats français, ou voir des jeunes Français qui ne sont même pas soldats? Parce que si ça devient une guerre mondiale, tout le monde devra se battre. Est-ce que c'est ce qu'on veut? C'est le chemin qu'on est en train de prendre. Donc du coup, on doit mettre les personnes autour de la table. Et si la France dit, demain, l'Union européenne ne donnera pas le package de 18 milliards d'euros, si elle n'est pas subordonnée à des engagements de la part de l'Ukraine de travailler avec la Russie sur un chemin de paix, elle n'y arrivera pas. On ne peut pas à la fois alimenter l'armée ukrainienne en armes, financer le régime de Zelensky et en même temps dire attendez, mais on ne comprend pas et ils continuent de se battre, ça ne marche pas comme ça. Et ça veut dire en même temps dire à Poutine attendez, nous on va bloquer cette décision, on va bloquer le financement, mais en même temps vous allez retirer vos armements, vous allez mettre en place un cessez-le-feu. La France peut faire ça, c'est le devoir de la France et on peut arriver à quelque chose. Vous savez, les jeunes Russes, les jeunes Ukrainiens, ils ont autre chose à faire que de se battre, c'est terrible, c'est une guerre fratricide et penser qu'on peut regarder ça à distance et que ça nous éclaboussera pas un jour est une grave erreur. Un peu le cœur de cette question, c'est les populations russophones du Donbass qui ont été brimées par le pouvoir central ukrainien. Vous êtes rendu sur place. Oui. Quelle est la réalité chez ces populations? Elles sont russophones, mais est-ce parce qu'on a vu les référendums d'annexion, est-ce que vous croyez à ces résultats? Est-ce que c'est des populations qui préfèrent un statut d'autonomie, même de l'indépendance, ou rattachés même à la Russie? Qu'est-ce que vous avez senti, vous, quand vous y êtes rendu? Alors, il faut juste revenir à l'origine et ne pas oublier qu'en 2014, il y a un coup d'État, le Maïdan, qui est financé, organisé, poussé, encouragé par l'Union européenne et par les États-Unis. C'est largement documenté, on le sait aujourd'hui, on a même des enregistrements de la sous-secrétaire d'État Nuland en train de parler avec Jeffrey Piat, qui est l'ambassadeur américain à Kiev, de qui ils veulent mettre au pouvoir, alors que le pouvoir légitime ukrainien n'a même pas encore été renversé. Donc si vous voulez, on a beaucoup d'éléments. Ils ont pris le pouvoir de force avec des éléments extrémistes ukrainiens, qui disaient que les russophones, il fallait les tuer, qui disaient qu'ils allaient interdire la langue russe. Ce sont les personnes qui ont pris le pouvoir sur le Maïdan. Les russophones et les personnes qui se disent russes dans l'est du pays, vous pensez qu'ils ont réagi comment? Quand ils ont vu que le pouvoir central ukrainien
le président pour lequel ils avaient massivement voté était viré manu militari, avec de l'aide d'argent américain, par des groupuscules extrémistes, dont certains ouvertement néo-nazis, qui vouaient d'interdire leur usage de la langue et qui voulaient les ukrainiser. Ils ont fait la même chose qu'à Kiev. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien. À Kiev, le pouvoir a été pris par la force. Ils ont pris les gouvernements régionaux par la force. Ils ont dit, écoutez, nous, on n'a plus rien à voir ensemble. Au début, je pense qu'ils voulaient l'autonomie. Parce que disant, écoutez, on se sent ukrainien. Moi, j'ai encore même, au mois de mai, j'y étais il y a quelques mois, je rencontre des personnes qui se disent ukrainiennes, mais qui veulent être attachées à la Russie. Mais parce que la région, c'est comme si vous étiez normand, et vous pouvez dire, je veux être normand, rattaché à l'Angleterre ou à la France. Ils se disent, moi je suis ukrainien, c'est la région, mais je me sens plus proche de la Russie. Mais à cette époque-là, ils disent, attendez, on n'est pas d'accord avec le coup d'État. Et ils pensent qu'ils vont discuter. Et la Kiev a envoyé l'armée. Donc, à la fois, ces militants de l'Euromaïdan qui disaient que c'était horrible ce que faisait la police de Kiev, de Yanukovych à cette époque-là, qui frappait les manifestants, et c'est vrai que c'est quand même pas terrible de frapper des manifestants, pacifiques en tout cas. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand il y a des manifestants qui font la même chose qu'eux dans les régions russes? Ils envoient l'armée, des avions de chasse, des hélicoptères de chasse, des tanks. Donc il y a un soulèvement, il y a une rébellion. Cette rébellion, ça fait 8 ans qu'elle dure. Beaucoup de personnes disent, mais cette guerre avec l'invasion des Russes, oui, les Russes ont envahi en février 2002, ça c'est sûr, et ça c'est contraire au droit international. Mais l'armée ukrainienne pilonne les habitants russes et russophones de l'Est du Donbass, du Sud-Est, depuis 2014. Ça fait 8 ans, il y avait 30 000 morts, il y avait 1 million de déplacés. La majorité des déplacés de cette époque-là, comme aujourd'hui, je le rappelle, partent en Russie. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours rappelé. Il y a une guerre civile. Il y a une guerre civile et c'est dans les accords de Minsk 1 et Minsk 2 dont la France était garante, elle ne les a pas signés mais elle était garante, ces régions-là devaient rester en Ukraine. Vous voyez, l'acte manqué de la France, ces régions-là devaient avoir leur autonomie, mais les frontières revenaient à l'Ukraine, il devait y avoir des changements constitutionnels, il devait y avoir un retrait des armes lourdes, il devait y avoir des cessez-le-feu, des échanges de prisonniers. Ces accords n'ont pas été mis en place. Si ces accords avaient été mis en place, et la Russie était aussi parce que la Russie n'a pas fait en sorte de retirer toutes les troupes séparatistes qui étaient directement liées à la Russie. Mais ces troupes séparatistes, elles étaient, moi, pour le coup, je les ai vues. Ce sont des mineurs, ce sont des professeurs, ce sont des paysans. C'est pas l'armée. Des mercenaires aussi. Des mercenaires certainement venus de Russie, qui est des Russes qui sont allés se battre là, oui, ça c'est certain, mais du coup même le chef d'état-major ukrainien, Mouchenko, ukrainien, dit « je ne me bats pas contre l'armée russe ». Ce sont des gens qui ne voulaient pas, qui ont fait des révolutions. Je pense même que Moscou était gêné. Si la Russie voulait récupérer ces régions, elle n'aurait pas permis que dans les accords de Minsk 1 et Minsk 2, ces régions restent au sein de l'Ukraine. Elle leur a dit, attendez, on va leur laisser le choix, ils vont faire un référendum, et ensuite ils décideront est-ce qu'ils veulent être en Ukraine, autonome ou rattachés à la Russie. Dans les accords de Minsk 2, les régions du Donbass restent en Ukraine. Et je pense que la Russie était gênée. La Russie voulait récupérer la Crimée pour des raisons historiques, parce que c'est le siège de sa flotte navale des mers chaudes. Mais c'est ça la réalité. Mais ça, on ne le dit pas aujourd'hui dans les médias. Quand on veut avoir une vision manichéenne, c'est toujours le méchant d'un côté, le blanc de l'autre. Le méchant, il est archi-méchant et le gentil, il est archi-gentil. C'est pas la vraie vie, quoi. Mais il faut bien rappeler que les habitants du Donbass, pour répondre à votre question, qui sont pilonnés depuis 8 ans par l'armée ukrainienne et qui sont dans une situation encore pire aujourd'hui, parce que moi, Donetsk, j'y étais il y a quelques mois, les bombardements sur Donetsk sont quotidiens. Ces gens-là, si jamais l'Ukraine devait gagner, vous allez leur dire quoi? Vous allez leur dire, vous allez revivre avec ceux qui vous ont pilonné ces 8 dernières années? C'est impossible, vous voyez? Donc du coup, la solution, elle est forcément dans un compromis quelque part. Et ceux qui ont été pilonnés, je peux imaginer que les Ukrainiens pilonnés par les Russes n'ont pas tellement envie d'aller habiter en Russie, mais les Ukrainiens pilonnés par l'armée ukrainienne, et qui sont russes, enfin qui sont russophones ou qui se disent russes de cette région-là, non plus. Donc du coup, il va falloir trouver un compromis. Et ces personnes-là, c'est clair qu'avec la guerre, ça a radicalisé tout le monde, quoi. Est-ce que vous avez assisté, c'est une question un peu spécifique, mais est-ce que vous avez vu, vous, ces mines antipersonnelles dont on a vu tourner des photos, les mines papillons, je ne sais pas si ça s'appelle papillon, papillote. Papillon. Des toutes petites mines antipersonnelles qui sont envoyées par des avions et qui un peu partout dans ces zones. Non, alors moi, ils ont commencé à être largués sur la région de Donetsk quelques jours après que je parte, donc je ne les ai pas vus. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de gens sur place qui en parlent. C'est terrible. Hein, elles vont à l'encontre des conventions de Genève. Mais complètement. Et ce sont des civils qui sont blessés. En gros, c'est des toutes petites mines. Elles ne sont pas extrêmement puissantes, mais suffisamment puissantes pour vous arracher une jambe, vous arracher vous tuer. Et ça, c'est pas du tout alors, du coup, jusqu'où est-ce qu'on va dans l'esprit de la guerre? C'est toujours le même débat, mais c'est complètement contraire.
contraire à la Convention de Genève, quoi. Ce sont des civils, ça tombe dans des arbustes, ça tombe dans des parcs, ça tombe sur la ville. Vous ne voyez pas, vous marchez, crac, voilà, c'est fini, quoi. Donc oui, c'est terrible. Et c'est pareil, il faut en parler. La guerre, c'est terrible, hein. Donc du coup, la guerre juste, c'est toujours un concept un peu particulier. Quand l'Église avait encore du pouvoir. Voilà, exactement. On pouvait imposer des trêves, la trêve de Dieu, par exemple. Du coup, Des armes. Et des armes, c'est terrible. Et du coup, c'est pour ça que je dis, la France et l'Europe ne s'en sortiront pas si on ne tient pas un discours de paix. La dernière chose qu'il faut faire, c'est alimenter l'Ukraine avec des armes, avec de l'argent qui sert à que financer la guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, ce sont des millions d'immigrés qui partent massivement en Russie, mais également en Union européenne. On ne sait pas comment les gérer. C'est extrêmement lourd, c'est compliqué. Donc, on peut donner l'argent pour la paix, pour des besoins sanitaires, humanitaires, c'est évident, mais ça doit être conditionné à la paix. Merci beaucoup, Nicolas Mirkovic. Merci à vous.